Notre causerie sera éminemment donc politique, puisqu'il sera question du statut de cette idée, ou ce concept. Pour l'instant, il y a toujours des hésitations par rapport à la conceptualisation. Est-ce que c'est un concept, une idéologie, une science? Vu le contentieux historique de cette dite géopolitique. Nous allons essayer de faire une sorte d'expertise et nous tenterons, vous et moi, de la faire ensemble et en direct, comme ça. Et puis, on va déborder aussi lors de la discussion sur pas mal de thématiques qui s'y rapportent. Bien évidemment, on ne peut pas tout dire sur la conception marxienne ou l'idée marxienne sur la géopolitique parce qu'elle est rattachée à l'épistémologie du marxisme aussi et à la théorie des sciences du marxisme. On la connaît presque parce que c'est concomitant. La conception marxienne, non sans dire marxiste aussi, une idée d'une géopolitique dans le sens positif et non pas dans le sens négatif et normatif. Puisqu'il y a un projet, un programme, donc une action. Et en politique, il faut séparer, distinguer entre cette trilogie idée politique, programme et action. Elles peuvent coïncider ensemble, ces procédures, mais il faut les séparer. On a l'idée, mais parfois l'idée ne se réalise pas, faute de programme et faute d'action et faute de leadership parfois aussi. Je vais essayer de soutenir un essai diversifié d'orientation et de formalisation dans les perspectives d'aboutir à un éclairage. Comme je viens de le dire, et admettons tout d'abord tous qu'elle est sujette de disputes et de querelles. Tout d'abord parce qu'elle a été, dès ses débuts, récupérée, la géopolitique, par des pouvoirs autoritaires, on le sait bien. Et notons à ce titre que cette discipline serait ainsi congénitalement associée à l'expansionnisme germanique et qu'elle aurait pour fonction de justifier aussi des pratiques autoritaires, on l'a vu lors du siècle dernier, des régimes fascistes ou des pouvoirs despotiques. On peut donner des exemples, et ça nous revient tout de suite. Cette nécessité de rappeler que Mussolini, Franco et Hitler goûtaient également à une discipline dont ils encouragèrent le développement dans leur pays respectif. Ou alors les dictateurs, comme Pinochet, qui fut professeur de géopolitique dans son pays, avant d'accéder au pouvoir et de faire son coup d'État du 11 septembre des années 70, l'autre 11 septembre, celui des années 70, et non pas celui des attentats de New York de 11 septembre, qui ont une résonance aussi à effet géopolitique, puisque Pinochet, c'était donc le protégé des pouvoirs ou des puissances impérialistes, et l'autre 11 septembre, c'était, comment dirais-je, un attentat terroriste contre une grande puissance qui est, comment dirais-je, a aussi des agendas géopolitiques comme ses adversaires ou rivaux de l'autre côté, que ce soit l'ancienne Union soviétique, enfin l'ex-URSS, ou alors l'actuelle Russie ou la Chine, etc. Quand on parle de géopolitique, bien sûr, on va aussi revenir aux choses élémentaires, c'est-à-dire l'étymologie, et pour aller au concept, si le concept existe. Donc, mais d'un autre côté, donc, comme je viens de le dire, si cette discipline a une connotation ou convoque tout de suite les pouvoirs autoritaires et les pouvoirs fascistes, enfin toute forme de fascisme, tout régime fasciste, elle reste quand même accueillie par la pensée politique, que ce soit dans les instituts stratégiques, des études stratégiques, ou alors dans l'usage de nos jours médiatique qui revient, un usage qui n'a pas une connotation péjorative, puisque tout le monde en parle, à écouter les radios, les télés, on parle, oui, c'est un problème, une question géopolitique, surtout
depuis c'est presque une huitaine d'années, depuis l'événement, entre guillemets, du printemps arabe. On commençait à parler de géopolitique, c'est ce retour. Le terme il est revenu dans les institutions françaises depuis les années 70, fin des années 70, lors de la guerre de Cambodge, Khmer Rouge, etc. Mais maintenant, il a une autre connotation dans l'usage médiatique, surtout après les débuts de ce qu'on a appelé Révolution Jasmin en Tunisie, au printemps arabe, depuis 7 ans, et qui enfin, on va y revenir sur les résultats, parce que lors de ces événements, on a commencé déjà à essayer d'interpréter par la méthode géopolitique, puisque ceux qui critiquent ou refusent de considérer la géopolitique comme discipline tolèrent du moins l'impossibilité quant à la considérer comme une méthode d'analyse uniquement. Ils n'ont pas une discipline ou une science digne de ce nom. Mais on peut aussi s'interroger sur la possibilité de réhabiliter ce terme loin de récupération fasciste ou fascisante et loin aussi de si vous voulez, ce traumatisme sémantique quant à l'usage de ce terme, puisque le terme il reste dans l'inconscient négatif, il peut maintenir un usage par rapport, par exemple, au conflit ou à l'analyse des conflits ou des situations conflictuelles entre les puissances mondiales, puissances régionales. Durant la Seconde Guerre mondiale, où l'élite des peuples, pour leur indépendance et leur libération du joug du colonialisme, sans oublier, c'est la naissance des divers blocs, celui de l'OTAN, celui de Warsaw, donc le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, les pays non alignés, l'Union européenne, monnaie unique, Ligue arabe, Ligue africaine, BRICS, tout ça. Tous ces éléments peuvent donner une légitimité, ne serait-ce qu'en termes de méthode d'analyse, puisqu'il s'agit bel et bien de conflits entre agendas diversifiés. On ne va pas s'empêcher de dire que c'est géopolitique. Sinon, on va mettre, je ne sais pas, dans les archives, des livres comme ceux de Machiavel ou des lexiques comme le terme kairos, par exemple, chez les Grecs. Kairos, le moment opportun, il y a le timing en politique, et on le voit bien. Il y a des événements, parfois, qui se rapportent à des faits ou alors des agendas. Prenons l'exemple de la crise syrienne. On voit bien que on a commencé donc avec l'idée d'une révolution syrienne et ça s'est terminé par des guerres de procuration. Par procuration, excusez-moi, entre les Russes, d'une part, et leurs alliés, et les Américains et leur part. Il ne faut pas se voiler la face. Donc on voit bien que c'est géopolitique. Et c'est malheureux pour les peuples. Au départ, on dit que c'est une révolution, mais après, ça devient un objet de chantage ou de revanche entre règlement de compte géopolitique entre des grandes puissances. C'est-à-dire, d'après moi, ce qui s'est passé en Syrie, c'est presque une revanche russe par rapport à la défaite de l'Union soviétique en Afghanistan. Et puis les Russes avaient annoncé, depuis la guerre de Géorgie, on a annoncé leur retour, c'est la guerre froide. On le voit bien, ça se manifeste, que ce soit sur les négociations par rapport, y compris, ça va de l'écologie au COP21, à l'énergie, les disputes par rapport aux mers, quand on voit ce qui s'est passé en Crimée, parce que les Russes ont validé une des théories, on va y revenir, des géopolitiques, ça s'appelle la théorie des mers. C'est-à-dire quand vous êtes asphyxié au niveau des mers, vous êtes asphyxié. Donc la Syrie, c'est la Méditerranée, et la Crimée, c'est la mer Noire. Et pour les Russes, tout le reste, c'est du romantisme par rapport à la crise ukrainienne. Je parle de ça, en fait. Mais cela ne justifie pas que les peuples, comment dirais-je, doivent se taire et n'ont pas réclamé des droits et n'ont pas envisagé une émancipation révolutionnaire et lutter pour décider quant à leur destin et leur autonomie, leur liberté. Ils ont le droit à se révolter, mais leurs révolutions ne doivent pas être récupérées
par des agendas géopolitiques. C'est ça le problème. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, on le voit au Yémen, etc. Comment les enjeux géopolitiques sont vraiment visibles et indiscutables, malheureusement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de constat ou vraiment, ça saute aux yeux. Donc, ou alors ce qu'on a appelé aussi le droit d'ingérence, guerre préventive, intervention militaire, qui a commencé depuis, on va dire, depuis la guerre de Kosovo en 99, quand l'OTAN a fait une intervention en Yougoslavie, et puis l'invasion de l'Irak en 2003, la guerre de Géorgie en 2007 ou 2008 entre les Russes, l'intervention russe en Géorgie, et puis en Libye, et puis ce qui s'est passé en Syrie, et encore ce qui se passe au Yémen. Donc, à chacun son agenda et à chacun ses sous-traitants, presque sur place. Je reviendrai parce que là-dessus, j'appelle ça la trilogie de pivot. Il y a toujours la grande puissance, il y a le sous-traitant, et puis on dirait il y a la main d'œuvre, c'est-à-dire ceux qui exécutent. Je ferai une analogie, une comparaison de ce qui s'est passé, parce qu'il y a toujours un terrain, et il y a le voisin du terrain de la bataille, et puis il y a le commandant, enfin celui qui donne les ordres. Si vous voulez, si on compare ce qui s'est passé en Syrie par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan, on voit par exemple que la Turquie, c'est le voisin, donc c'est lui le sous-traitant, et la Jordanie de l'autre côté par rapport à la Syrie, et c'est presque la même chose qui s'est passé en Afghanistan. Le Pakistan, il est le voisin de l'Afghanistan, et puis ce qu'on appelait les années 80 les combattants du peuple, de la liberté, ou les moudjahidines afghans, ça donnait la même chose des djihadistes en Syrie. C'est la répétition presque. Et finalement, on finit par savoir et comprendre qu'en fait, c'est une répétition de ce qui s'est passé en Afghanistan par rapport à la Syrie. C'est-à-dire on est toujours dans une répétition, mais c'est des rivalités géopolitiques. C'est pour des intérêts, c'est pas la guerre froide. Avant, on disait c'est la guerre froide, parce que c'était entre deux alternatives. Une qui est communiste, qui propose, par exemple, l'égalité, la suppression de la propriété privée, sans gêne, sans complexe, c'est-à-dire c'est l'idéologie, et c'est le programme du communisme, du marxisme. Et, comment dirais-je, que l'économie doit être planifiée, etc. Et tout. Et l'autre, c'est-à-dire l'adversaire capitaliste ou démocratie libérale, lui, il propose non, la liberté individuelle, la propriété privée, etc. On n'est pas là. Après le retour de la nouvelle guerre froide, on est dans des disputes pour des dominations, pour dominer quelques territoires ou pour préserver ses intérêts, ça et là. Voilà. Donc, outre les querelles concernant sa spécificité, c'est-à-dire cette discipline, configure de l'interprétation au sens sociologique et psychologique et même politique de faits humains dans le cadre d'un espace et voire même un climat où des groupes humains se sédentarisent ou se mettent en exode, où des groupes humains se gouvernent et vivent en cité, là où peut régner soit la paix ou la guerre, la géopolitique nomme et norme un problème parce qu'elle se retrouve à la lisière à la fois de la science et l'idéologie. En cela, donc, elle représente elle-même un problème à la fois épistémique, c'est-à-dire au sens d'un savoir, et ontologique, même au sens philosophique, puisqu'il s'agit d'exister, de vivre, et donc de se préserver. Et là-dessus, il y a un arrière-fond philosophique. Il suffit de rappeler la procédure, par exemple, de Rousseau, dans le second discours, sur l'origine et fondement des inégalités parmi les hommes. C'est-à-dire on vit en groupe, solitaire, mais en groupe pas organisé, mais pour Rousseau, il y a, on va dire, dans l'état de nature, bien un état de nature hypothétique, bien sûr, en termes de méthode de travail pour analyser le fait social,
une bonté naturelle. Et ce sont les inégalités, la violence et la propriété privée qui a dénaturé cette bonté humaine. Et depuis, bien sûr, on en souffre. On souffre de cette inégalité, ou les conséquences de cette inégalité. Et comme si la propriété privée serait le péché originel en termes de philosophie, d'après Rousseau, qui a été repris aussi par Marx. Alors que pour l'auteur de Léviathan, Thomas Hobbes, eh bien non, dans l'état de nature, les hommes sont dans un état de guerre de tous contre tous. C'est-à-dire l'homme est de par nature méchant et mauvais. Donc il faut un état autoritaire. Il faut un état qui va stabiliser l'instable au sein de la nature humaine. Bon, bien sûr, il a tout un programme, mais on voit bien que cet arrière-fond philosophique, c'est lui qui fonde aussi les politiques et les relations internationales, que ce soit chez le monde anglo-saxon ou germanique, qui récupère par exemple la théorie de Hobbes, ou alors la géopolitique française, qui valide inconsciemment toujours la procédure rousseauiste. D'où déjà les fondements, si vous voulez, ou le germe aussi, pour ne pas dire les petits éléments de ce déploiement de la pensée française au nom des Lumières, c'est-à-dire la procédure française en géopolitique, ou sa politique étrangère, indépendamment bien sûr du passé colonial, etc., elle est toujours dans une perspective ou une procédure qui essaie de préserver ou défendre le droit international, par exemple, au nom de la communauté internationale. On l'a vu récemment par rapport aux différentes positions de l'Europe et de la France par rapport à la politique étrangère de Donald Trump concernant le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, ou ce qu'on appelle parfois en usage médiatique la politique française arabe ou la politique arabe de la France, par exemple, sur cette question. Mais aussi, il y a aussi la politique française par rapport à ce qui se passe en Afrique aussi, ou par rapport, on le voit aussi bien par rapport à les questions de climat, etc. Donc, le président de la République française l'a bien souligné. Il y a quand même des distinctions entre les deux politiques. Pourquoi ? Parce qu'on reste un peu rousseauiste aussi en France, parce qu'on pense bien sûr à l'égalité et à la justice avant l'ordre et l'autorité, normalement. Alors que dans les sociétés anglo-saxonnes, on le voit bien, c'est l'autorité et l'ordre qui passent le premier. La question de l'égalité, elle est secondaire. C'est ce qui distingue aussi les deux types de démocratie, que ce soit la démocratie française, ça on le sait, je pense, et la démocratie anglo-saxonne. Pourquoi on peut se demander, on doit s'interroger sur la valeur de la scientificité de la géopolitique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, parce qu'il y a eu un passé quand même, un contentieux négatif par rapport à la géopolitique, puisque elle a été validée dès ses débuts comme idéologie, qui justifie toute pratique expansionniste et impérialiste. Donc, parenté avec la politique et histoire d'usage, on peut appeler ça la parenté avec la politique et l'histoire de l'usage spécifique d'un terme. La géopolitique à l'épreuve de cette parenté avec la politique internationale ou l'histoire de l'usage spécifique de certains pouvoirs.
À première vue, donc, la géopolitique ne semble pas poser, donc, comme je l'ai rappelé, un problème. Malgré le prestige et la consonance de son expression, il s'agit de deux mots. Donc là, on va aller de l'étymologie au concept, si vous voulez. Il s'agit de deux mots unifiés pour dénommer et désigner un objet. Géo veut dire sol ou terre, bloc ou masse, et politique veut dire vivacité, comme on le propose depuis des millénaires Aristote. Polis, ça vient de polis, c'est-à-dire vivacité. L'homme est un animal politique, de par nature, zoon politikon, parce qu'il vit dans une communauté. C'est pas parce qu'il faut s'organiser ou parce qu'on ne peut pas gérer les choses par soi-même, on a besoin de l'aide d'autrui, c'est parce que nous vivons dans une communauté du langage. Et on peut parler du juste et de l'injuste, et c'est la communauté du langage qui fait de nous, qui fait cette altérité, en fait, qui nomme cette altérité et qui propose et rend possible la vie en cité, en politique. Si on se satisfait ou si on est satisfait de ces significations immédiates, la géopolitique serait tout simplement une répétition lourde et ennuyeuse de ce que veut dire le mot vivre dans un espace, proposition qui va de soi et ne mérite point d'être problématisée. Seulement, les choses ne sont pas si évidentes et si simples. Et géopolitique, donc, toute science de l'État, premier prédicat, qui conçoit celui-ci comme organisme géographique ou comme entité dans l'espace, entendant par État un pays, un territoire ou un domaine. La géopolitique, de ce point de vue, serait l'autre nom d'une science politique, puisqu'elle s'occupe techniquement parlant de l'unité étatique et veut contribuer à la compréhension de la nature de l'État, avec un E majuscule, bien sûr. Le terme, donc, a été utilisé pour la première fois en 1889 par le professeur de sciences politiques et géographie suédois, à savoir Rudolf Gjellen, J-E-2-L-E, accent aigu, N. Rudolf Gjellen, l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Grandes Puissances. Je vous donne la référence. Donc, c'est ça, donc c'est les grandes puissances. Je le cite, la géopolitique et la science, je répète les citations, en fait, de facto, la géopolitique est la science de l'État comme organisme géographique ou comme entité dans l'espace, c'est-à-dire, je répète, la géopolitique est la science de l'État comme organisme géographique ou comme entité dans l'espace, c'est-à-dire l'État comme pays, j'énumère, 2 points, c'est-à-dire l'État comme pays, territoire, domaine ou, plus caractéristique, comme règne. La géopolitique est la science de l'État comme organisme géographique ou comme entité dans l'espace, 2 points, c'est-à-dire l'État comme pays, territoire, domaine ou, plus caractéristique, comme règne. Point. Comme science politique, elle observe fermement l'unité étatique et veut contribuer à la compréhension de la nature de l'État. Fin de citation. C'est très abstrait, mais c'est bon, puisque c'est théorique. C'est très important parce que là, j'essaie de parler d'une sorte de généalogie, enfin, de l'histoire de la géopolitique. Comment elle a évolué et comment elle a pris après
comment elle a été aussi bannie, et puis comment elle est revenue depuis les années 70. Elle a été réhabilitée dans l'usage médiatique et même universitaire, un peu partout. Bien évidemment, pour ce terme, il y a eu un avant et un après Seconde Guerre, comme je viens de le rappeler, et ce, à cause des dégâts, des résultats désastreux que les régimes nazis fascistes ont fait subir à l'humanité, à cause de leur aveuglement par cette conception expansionniste, agressive, et qui légitime la guerre et la puissance. Souvenez-vous de cet usage de l'espace vital, c'est-à-dire chaque État doit, l'État il est assimilé à un vivant. Vous voyez l'usage de la biologie et de la science du vivant, puisque le vivant doit se mouvoir et doit croître, et puis il doit vivre, et puis il est exposé au périssement après la fin. Vous voyez, on voit bien aussi ces transferts des sciences exactes sur fond de faits sociaux. Comment le positivisme se conjugue avec le fascisme aussi, parfois. Au nom de la science, on peut justifier, d'ailleurs c'est ça le problème, c'est que derrière un visage scientifique se cachent toujours des idéologies. Parfois, au nom de la science, on veut utiliser, ou alors pour valider d'autres agendas commerciaux, même parfois. Donc, ce contentieux, donc, qui fait de cette... c'est paradoxal, parce que cette notion, cette idée est devenue presque moins péjorative, mais quand même, elle reste toujours sujette de suspicion aussi par rapport au passé. C'est-à-dire il y a un trauma sémantique, conceptuel, qui revient, un retour de refoulé la concernant, parce que elle a été utilisée comme idée ou programme de propagande, un corollaire, si vous voulez, idéologique du nazisme. Le terme est bel et bien maintenant de retour, parce qu'on le voit, il s'enracine de plus en plus dans l'usage médiatique et même universitaire contemporain, ne serait-ce que dans les instituts de sciences politiques ou alors dans les analyses sur les plateaux télé quand il y a des grands événements ou par exemple des guerres régionales, par exemple au Moyen-Orient, ou alors la guerre, par exemple, la dispute autour du Yémen entre, par exemple, 3 puissances régionales, enfin moi je les appelle les sous-traitants, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, par exemple, d'une part, face les alliés des Émirats arabes et l'Arabie saoudite au Yémen, qui sont au sud, et le nord à Sanaa, ce sont les alliés de l'Iran. Et au sein même de ces alliés qui soutiennent leur petit allié, on va dire, au sud du Yémen, il y a une dispute aussi. Il y a intra-alliés aux coalitions, on va dire, malheureusement, qui prennent des prédications religieuses, c'est-à-dire sunnites, contre les alliés du chiisme. Vous voyez ? Ou en Syrie, c'était la même chose aussi. Les rebelles, c'était comme si c'était les défenseurs du sunnisme contre le régime chiite soi-disant, de Bachar al-Assad. Alors que, bon, lui, c'est le basse, le nationalisme, laïque, etc. Et les autres, ce ne sont pas des donneurs de leçons de démocratie, parce que la plupart, c'est des salafistes. Et donc, on voit bien, c'est-à-dire une révolution, comment elle a tourné un règlement de compte religieux, même, local. Et à chacun son agenda. Et le perdant, c'est le peuple, puisqu'il est pris en otage avec ses chantages. Le terme, donc, revient, et en cela, donc, nous sommes obligés de se discipliner et pour approfondir notre réflexion qui le concerne, c'est-à-dire en revenant sur ce qu'on peut appeler
généalogie de la géopolitique. Ce contentieux, donc relatif à son usage historique, qui a coûté très cher, et au terme et à signification, un usage post-réhabilitation où l'excès que l'on a fait au sens journalistique discrédite la valeur du discours, parfois, ou alors sa valeur de vérité en général. Comme je viens de le rappeler, c'est parce que les premiers théoriciens de la géopolitique, notamment Ratzel, a essayé donc dans ses écrits de valider ce qu'on peut appeler la géobiopolitique, c'est-à-dire l'état identifié et comparé à un être vivant, soit le corps, donc l'état est un corps, comme nous le dit le finalisme aristotélicien, qui se meut et s'anime en se soumettant tout simplement à sa cause finale, c'est-à-dire entendant par mouvement chez Aristote trois choses: déplacement dans l'espace, le changement quantitatif, je rappelle là-dessus la définition du mouvement chez Aristote. On entend par mouvement trois instances ou trois séquences: déplacement dans l'espace, changement quantitatif, c'est-à-dire accroissement et diminution, et le changement qualitatif, altération, et le tout sous le contrôle de l'âme. Puisque chez Aristote, la nature ne fait rien en vain, et que l'essence d'une chose n'est pas ce qu'elle est d'abord, mais ce qu'elle est au terme de son développement. Et appliqué à l'État, chez les géopoliticiens qui ont justifié l'impérialisme, l'agressivité d'un État, cela veut dire qu'un État vit, c'est celui que, enfin, pour dire qu'un État vit, pour dire que celui-ci vit, il suffit de trouver en lui, comme c'est le cas pour un corps animé, une de ses caractéristiques, c'est-à-dire un chef, entre guillemets, l'intellect ou l'intellectuel, la sensation et le mouvement et le repos selon le lieu, c'est-à-dire la nutrition, l'accroissement et le décroissement. Un état donc est un vivant qui s'entame par une naissance, puis se nourrit pour se développer et grandir, pour atteindre le sommet, puis se dégrade pour périr. Génération et corruption. Là-dessus, c'est des paradigmes ou des concepts aristotéliciens. Et le dit mot à mot, comme un être vivant qui naît, grandit, atteint son développement, puis se dégrade et meurt. Le livre a été publié à Munich en 1897. Politische Geographie. Ainsi, pour se tenir en vie et subsister, un État doit s'étendre et se renforcer de plus en plus territorialement. On voit les idées du nazisme et du fascisme ont été fondées justement sur cette théorie. C'est ça qui a favorisé et les leaders, enfin les chefs des États fascistes, que ce soit Franco, Hitler et Mussolini, ont été des lecteurs de ces géopoliticiens. Ils trouvaient dans leurs propositions que voulaient tenir lieu de science comme un justificatif, un argument pour valider et justifier leur action sous l'angle d'une philosophie politique, on va dire, entre guillemets, ou une vision par rapport à la politique internationale. Et on le sait bien que dans le cas de l'espèce, pour l'Allemagne, d'après ce théoricien, pour que l'État allemand
puissent donc vivre et subsister, et il faut qu'ils tiennent et prennent ses gardes dans ce monde de compétition. C'est-à-dire, il n'y a que de la compétition et de la rivalité dans ce monde. C'est presque une reprise de la théorie de Thomas Hobbes par rapport à l'état de nature. Et plus tard, on sait bien que Carl Schmitt a validé ça, puisque dans sa proposition, qui lui aussi était un théoricien du nazisme, avait parlé dans l'un de ses ouvrages, qu'il appelle Terre et mer, de ce qu'il appelle la théorie de l'ennemi. C'est-à-dire la politique, en fait, c'est distinguer entre l'ennemi et l'ami. Ce n'est pas les idées d'égalité, quel est le meilleur régime possible, le droit. C'est et politique, toute distinction aux procédures, ou toute procédure qui nous permet de distinguer entre l'ami et l'ennemi. D'où aussi l'usage linguistique quand on dit l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, l'ami. Ou alors les amis sont trois, les ennemis sont trois, l'ami de mon ami et l'ennemi de mon ennemi devient mon ami, tactiquement, parce qu'il y a la stratégie et la tactique. Et inversement, nos ennemis sont trois, mon ennemi, l'ami de mon ennemi et l'ennemi de mon ami. C'est un jeu de mots, mais c'est des concepts en fait. C'est la théorie de l'ennemi et de l'ami. Après, on reviendra sur la position marxienne, non sans dire marxiste, dans tout cela, dans tout ce monde de rivalité ou de compétition, parce qu'à chacun son agenda, et à chacun sa prétention aussi programmatique par rapport à son imaginaire quant à un projet politique d'une société sociale ou sociétale. Cette optique, donc, qu'on peut appeler un vitalisme, parce que les nazis l'ont dit, sont complexes, qu'il s'agit d'espace vital. Donc, on peut appeler ça un vitalisme politique. Ou alors une violence justifiée par le vitalisme, qui était une violence mortifère. Ce n'est pas une violence... ça, c'est que... C'est cette optique géopolitique mise au service du Troisième Reich qui primera et déterminera les attitudes et les actions militaires de l'Allemagne nazie. Elle consiste à une schématisation et cartographie où l'Allemagne doit prendre donc une place parmi les grandes puissances et aura sa part planétaire comme grande nation et civilisation digne d'un classement racialiste. Pour le dire autrement, l'Allemagne s'est engagé dans une démarche où il n'est question que de puissance. Ils n'ont pas une soumission au droit international. On le sait bien, entre les deux guerres, comment l'Allemagne n'a pas respecté les sanctions qui ont été, ou les décisions qui ont été prises par l'SDN. Et donc, elle voulait imposer une sorte de... a même prescrit cette... ou annoncer sa volonté de s'imposer, une sorte de volonté hégémonique, expansionniste, et elle n'a pas tenu compte des chartes ou des principes donnant au peuple le droit à se défendre, ou alors elle n'a pas respecté les sanctions aussi, en fait, le résultat de la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que certains généraux allemands ont imaginé toute une logistique pour appliquer et exécuter la procédure hégémonique sous ce même Troisième Reich. Citons à ce propos Karl Hochfer, lequel donc injecte dans l'idée géopolitique une sorte de vitalisme euphorique qui tente de mobiliser l'orgueil allemand après la fin de la guerre 14-18. Une Allemande à ses yeux humiliée pour les Allemands, un peuple humilié, et notamment la perte de l'Alsace-Lorraine et le retour de ces territoires aux Français, sans oublier les multiples sanctions, comme je viens de le rappeler, que les Allemands ont subies. Et pour ce théoricien nazi,
Donc, les Allemands doivent se réveiller pour occuper la place qu'ils méritent dans cet équilibre de puissance. Donc, il s'agit, vous voyez, dans la géopolitique, il s'agit de disputes pour respecter une sorte d'équilibre de puissance. C'est d'équilibre de puissance, ou alors de nos jours, il y en a qui utilisent ça, par exemple, par rapport à ce qui se passe entre les États-Unis. Je suis obligé de sauter parce que ce n'est pas chronologique, parce qu'il faut être dans cette analyse pour donner un sens et un contenu réel par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est pour ça qu'il faut aller dans tout ça. Par exemple, quand on entend parler des menaces réciproques entre la Corée du Nord et les États-Unis, ça s'appelle un équilibre de terreur. C'est-à-dire un peu, c'est comme si on regardait un film western, vous vous souvenez, celui qui a toujours la main sur le... C'est-à-dire, tu tires, je tire, comme ça. C'est-à-dire, si tu me frappes avec le nucléaire, je te frappe avec le nucléaire. C'est devenu même banal, on l'entend tous les jours, là. Trump qui traite le président de Corée du Nord de gros. On va l'accuser de grophobie bientôt lui aussi, parce qu'il faut... il lui dit, mais c'est pas vrai, tu me traites comme ça, et moi t'es con, ou je ne sais pas quoi, ou t'es nul avec ta décision, et puis la Corée du Nord qui récupère la décision de Trump par rapport à Jérusalem à son compte, Corée du Nord qui devient défenseur de la cause palestinienne, je ne sais pas, enfin, bien qu'il soit un pays en fait qui ne fait pas partie de la Ligue arabe ou un pays musulman, mais il se mêle, enfin il récupère ça parce qu'au nom de tactiques que je cite tout à l'heure, c'est-à-dire c'est puisque et c'est incroyable parce que pour lui, donc, on va valider, enfin, il valide la théorie de l'ennemi de l'ennemi. Puisque l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, alors, vous voyez, on devient des amis. Est-ce que c'est une question de principe ou alors c'est une question de l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami? Vous voyez, c'est incroyable, on voit ça, c'est devenu banal, les histoires, les rivalités géopolitiques. Tous les jours, on entend parler de ça. Ça s'est banalisé et puis, en même temps, ça met en cause... l'idée même de politique internationale et l'idée même de politique même locale, parce que géopolitique existe aussi, on peut parler de géopolitique locale aussi, nationale, etc. C'est-à-dire, après, avec toutes ces pratiques, il y a quoi se demander ou s'interroger sur qu'on peut appeler... ce pessimisme, ce mélancolisme politique aussi. Non sans dire aussi apocalyptisme. Quand on entend, parce que même les idées religieuses apocalyptiques commencent à s'installer dans la politique internationale maintenant. C'est-à-dire l'humanité va être prise en otage par rapport à des idées religieuses, etc., qui parlent le retour, je ne sais pas de quel sauveur, alors à chacun son sauveur, c'est-à-dire tout le progrès de l'humanité, maintenant, il va dépendre de ces idées religieuses, toutes religions confondues, la fin des temps, l'apocalypse, je ne sais pas, Armageddon, à chacun son sauveur. Vous vous rendez compte? Tout ce progrès de l'humanité va être pris, enfin le progrès, la science, le passage de l'ignorance au savoir, les lumières et tout ça, et vont être mises en cause par un chef d'État d'une grande puissance, puisqu'il se dit démocrate et progressiste. C'est quand même une catastrophe que l'humanité se retrouve prise en otage par des... parce que ces chefs d'État, ils ne fonctionnent pas tout seuls. Ils ont des géopoliticiens, des conseillers. Ils disent, bah, tu fais ça, maintenant c'est ça, la Corée du Nord, l'Iran, je ne sais pas, la France, l'Europe. Ah oui, COP21, bah, il faut trouver une excuse pour dire que ça ne veut rien dire, ces trucs-là, parce que c'est les entreprises. Mais tout ça... C'est quand même grave. Et ça, pourquoi on est dans cette situation? Justement parce qu'il n'existe pas, il n'est pas une alternative émancipatrice depuis 91, depuis la chute de l'URSS. C'est devenu juste des rivalités pour des dominations et non pas pour une idée une alternative qui peut proposer un projet, peu importe les critiques qu'on peut assigner au communisme, mais au moins un espoir. L'homme a le droit de vivre, d'espérer, de rêver d'une idéologie émancipatrice. Peu importe qu'elle soit une utopie, etc., mais ce qui importe, c'est au moins une alternative. Maintenant depuis 91, on a appelé ça, nous
nouvel ordre mondial. Fukuyama a commencé à nous parler de la fin de l'histoire, c'est-à-dire la victoire définitive du capitalisme. Et Samuel Huntington propose une géopolitique de choc des cultures. D'ailleurs, c'est la politique étrangère, par exemple américaine, géopolitique, c'est Samuel Huntington et plus Fukuyama. Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. Et Samuel Huntington, c'est le choc des cultures, c'est-à-dire guerre de religion aussi. On est là. On est arrivé là, à cette séquence que propose. Mais c'est pas ça. Il n'y a pas de choc de culture, ça n'existe pas. Il y a toujours des contacts et des dialogues entre les cultures. Il peut y avoir des guerres, etc., mais il y a toujours des échanges culturels, civilisationnels, philosophiques, par exemple l'histoire de la philosophie. Regardez, chaque discipline a une histoire, et on les contacte, les échanges, etc. Il peut y avoir des guerres, etc., mais la théorie de choc de culture, c'est elle qui est en train d'être validée par les néoconservateurs. Voilà. Il y a Gog et Magog chez la Chine, ou alors, je ne sais pas, ou les Africains, ou les immigrés, ou les Arabes, ou je ne sais pas qui, ou l'Inde, etc. Les Européens aussi, c'est à part, etc. Vous voyez, c'est quand même grave que l'humanité puisse tomber dans ce piège, de nouveau, identitariste, géopolitique identitariste. On n'est même plus dans les trucs de Brzezinski et Kissinger. C'est autre chose. C'est vraiment culturaliste. Et ça... on le voit bien. Alors, culturalisme et apocalyptisme, c'est-à-dire catastrophisme. On le voit dans les médias qui proposent toujours, même des ambiances funèbres, toujours. Parce que ça donne des arguments presque psychologiques pour ces géopolitiques. Allez, il faut que ça casse, ou ça pète, comme ça, il y aura une lumière qui va... Et ça, c'est quand même triste pour une humanité qui a des iPhones, nanotechnologie, et au niveau des idées, elle va retourner au Moyen-Âge. Ça, c'est le paradoxe du progrès, disait Rousseau dans le discours des sciences et des arts. C'est-à-dire le progrès n'est pas toujours linéaire en termes de droit. Peut-être il est linéaire en technique, en technologie, nanotechnologie, mais en droit, non, il y a des chutes, c'est chaotique. Et la preuve en est, 1789, il y a une révolution, et en 1939, il y a un fascisme qui s'installe en France. Vous allez dire, mais normalement, on est censé progresser. Ben non, il y a des chutes dans l'histoire. C'est chaotique, l'histoire. Et il n'est pas à l'abri de la barbarie, on l'a bien vu. C'est pour ça, les agendas géopolitiques essaient parfois de récupérer ces éléments, ce drame, enfin, ou les drames. Alors, juste parce que j'essaie toujours de faire toujours la passerelle avec la réalité, c'est important, parce que les concepts ne doivent pas rester vides. Il faut toujours un support. Kant, dans la critique de la raison pure, il propose ça aussi. Les catégories de l'entendement demeurent vides sans monde sensible, et le monde sensible demeure aveugle sans catégorie de l'entendement. Un peu une sorte d'approche kantienne que j'essaie de valider sur fond de cette question géopolitique. Donc, résultat de cette géopolitique allemande, on la connaît, on connaît la suite. Génocide, guerre, donc des morts, des blessés, et bien sûr le crime atroce, la barbarie, Auschwitz, et bien sûr ce traumatisme qui a hanté toute l'humanité, de voir un monde détruit, hanté par les haines identitaires. Dans ce jeu de la mort des nations, les Allemands voulaient que leur pays doit être à la tête, enfin, la tête même d'un grand bloc qui domine dans la cartographie les premiers géopoliticiens allemands, l'Afrique, le Moyen-Orient. L'Allemagne est vue comme chef du bloc européen, ce qu'ils appellent pan-européen. Une zone pan-européenne recouvrant l'Afrique et dominant le Moyen-Orient, dominée par l'Allemagne. Voilà, c'est le partage, de partager le gâteau. Le monde est considéré comme un gâteau qu'il va falloir partager, se partager. Donc, numéro 1, donc,
une zone pan-européenne recouvrant l'Afrique et dominant le Moyen-Orient, dominée par l'Allemagne. 2, une zone panaméricaine dominée par les États-Unis. Donc ça, l'Allemagne dit, bon voilà, l'Europe c'est pour moi, vous les Américains, vous prenez l'Amérique du Sud ou du Nord. Une zone panaméricaine dominée par les États-Unis. Une zone pan-russe incluant l'Asie centrale et l'Asie du Sud dominée par la Russie. 4, une zone panasiatique dominée par le Japon, parce que le Japon à l'époque, là, si certains sont tentés par appliquer ou valider cette théorie, ils vont parler plutôt de la Chine de nos jours. Mais à l'époque, vous savez bien, le Japon était l'allié de l'Allemagne. Donc, une zone panasiatique dominée par le Japon, allié de l'Allemagne, recouvrant l'Extrême-Orient, donc la Chine, l'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud ou la Corée du Nord du Sud, enfin la Corée, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique Nord. Cette partition du monde permet de contrer l'encerclement anglo-saxon. C'est-à-dire, pour eux, plus les choses sont comme ça réparties, mieux c'est pour les Allemands. C'est-à-dire, ça va faire plus de divisions, il ne sera pas un bloc en masse comme ça, c'est-à-dire plus dur pour eux. Donc, ce partage de planètes est régi en fonction des alliances et d'une hiérarchie raciale même des peuples. C'est une géopolitique racialiste. Et bien sûr, ce qui était dramatique et frappant, c'est que des penseurs et intellectuels qui étaient professeurs dans des grandes institutions allemandes donc, seraient derrière la théorisation de ça. Alors, Carl Schmitt et Heidegger, d'après les derniers manuscrits, c'est-à-dire non seulement le soutien du régime nazi, mais des écrits antisémites pour Heidegger, par rapport aux derniers manuscrits. Donc, tout cela a été exécuté au pied de la lettre, ce qui a donné l'embrasement général que je viens de rappeler, c'est-à-dire jusqu'à arriver à parler de race et groupe humain, et puis solution finale, exterminer les Juifs. Et ce, sur fond d'industrie et logistique, camp de concentration, avant le passage à l'acte, chambre à gaz. La géopolitique n'est alors que discours qui voit en l'État un organe, donc, de ce point de vue, et d'après ce qui s'est passé, qui vitalise et se vitalise d'hégémonie et d'expansion territoriale sans limite ni considération aux autres. Après ce rappel, bien sûr, de ce contentieux que porte en elle donc, cette notion et le convoque à tout usage et on va peut-être trouver les moyens, on va essayer de trouver le moyen pour donner une autre vision à ce terme et à ce concept, si ce concept existe, bien sûr. On peut parler, de prime abord, quand on parle de géopolitique, si on essaie de faire un état de lieu, si vous voulez, de l'usage de ce terme, de sa pratique aussi. La géopolitique est pratiquée bien avant que le terme n'apparaisse. C'est-à-dire, historiquement, on peut dire, même si on revient sur l'histoire de l'Antiquité, il y avait des pratiques géopolitiques. Avant même la naissance de ce terme, ou la formulation de ce terme. Les rivalités de pouvoir se sont exprimées dans toutes les sociétés, rappelons-le, même dans les sociétés pré-étatiques.
C'est ce que nous rappelle un des géopoliticiens français, d'ailleurs, Alexandre Defay. La géopolitique, donc je vais le citer, je le cite, mais c'est avec la naissance de l'État, au Proche-Orient, 3000 ans avant notre ère, que l'espace acquiert une dimension géopolitique permanente. Désormais, l'espace n'est plus seulement façonné et cloisonné par la diversité du milieu naturel, je vais aller doucement, mais c'est avec la naissance de l'État, au Proche-Orient, 3000 ans avant notre ère, que l'espace acquiert une dimension géopolitique permanente. Point. Désormais, l'espace n'est plus seulement façonné et cloisonné par la diversité du milieu naturel et par celle du peuplement, mais aussi par l'exercice de souveraineté étatique concurrente. Point. Au regard de ces dernières, l'espace est le théâtre et l'enjeu de leur rivalité. Au regard de ces dernières, l'espace est le théâtre et l'enjeu de leur rivalité. On peut aussi, à ce titre, citer des écrits ou des auteurs, par exemple Machiavel dans Le Prince ou Clausewitz, ce dernier qui explique les bonnes pratiques à employer pour comprendre et exploiter le rapport de force. Clausewitz utilise la célèbre formule de Napoléon Bonaparte. Je cite Napoléon. Tout État fait la politique de sa géographie. Nous le rappelle toujours Alexandre Defay, A-Y. Tout État fait la politique de sa géographie. Cela signifie, d'une part, la représentation que l'État se fait à un moment donné de sa géographie, mais aussi, d'autre part, les moyens concrets, humains et économiques. Je rappelle la citation, enfin le propos de Bonaparte, tout État fait la politique de sa géographie. Cela signifie, on peut l'entendre ainsi, d'une part, la représentation que l'État se fait à un moment donné de sa géographie, mais aussi, d'autre part, les moyens concrets, entre parenthèses, vous mettez humains et économiques, pluriel. Fermez la parenthèse, dont il dispose pour l'appréhender. Donc, ce n'est pas une question de déterminisme, mais c'est juste un jeu, en fait. C'est-à-dire l'État agit par rapport à ses géographies, c'est-à-dire il y a une sorte de proportion, de convenance aussi, sans dire connivence aussi, géographique. Tout à l'heure, je parlais de contexte, et ça, je reviens à la question du contexte de la fondation de la géopolitique. Et j'avais, chemin faisant, parlé de positivisme. C'est vrai que le positivisme, bien sûr, qui a marqué le XIXe siècle, a, bien sûr, au départ, on sait bien que le positivisme, depuis Auguste Comte, parlait de loi de trois États,
Donc le premier état de la pensée humaine, c'est un état animiste. Le second, elle est métaphysique théologique. Et le troisième, elle est scientifique. Et chaque état supprime l'autre, annule. Donc les trois états ne peuvent pas cohabiter. Pas être animiste et métaphysicien et scientiste, ou positiviste. Et bien sûr, cette fin du XIXe siècle est marquée par des progrès scientifiques sur tous les plans, surtout en physique, en chimie, en mathématiques, les mathématiques non euclidiennes surtout, de Riemann, Lobachevsky, et puis la physique relativiste d'Albert Einstein et quantique de Max Planck, et d'autres découvertes dans l'électromagnétisme, et comme celle de Lorenzi et d'autres découvertes aussi sur le niveau, enfin, sur le plan des sciences biologiques et médicales. Donc tout cela donc, a laissé de nombreuses théories philosophiques ou même sociologiques un peu embarrassées par rapport à la question de transférer les méthodes spécifiques qui sont utilisées dans le registre des sciences exactes au domaine des sciences humaines. Et certains se méfiaient un peu parce que la question de la liberté serait engagée, parce que dans les sciences humaines, c'est l'homme qui étudie l'homme, alors que dans les sciences exactes, c'est l'homme qui étudie la nature. C'est pas pareil. Dans les sciences exactes, on est sûr que l'objectivité, plus ou moins, elle est plus ou moins garantie, alors que dans les sciences humaines, il y a toujours la subjectivité, l'histoire spécifique, c'est-à-dire involontairement, on va toujours prendre parti, inconsciemment, par rapport à notre propre histoire, pour juger l'histoire de l'autre. Enfin, il y a toujours le risque de la subjectivité, il y a moins de garantie quant à une objectivité ou une neutralité. Et de ce point de vue, on pourra parler d'un début aux composantes scientifiques de cette géopolitique, puisqu'elle a validé tout de suite des sciences qui se rapportent au vivant, par exemple. Une sorte de darwinisme social, une élection presque naturelle, mais au sens social. C'est ça qui a donné les théories racialistes, on s'en dit racistes. Le fait de dire que c'est comme si la nature elle va sélectionner ou élire un peuple par rapport à d'autres, puisque ça c'est un déterminisme, et bien sûr c'est contre les idées de justice et d'égalité et d'universalisme, d'humanité en général. C'est-à-dire Donc, on voit bien que cet aspect aussi, on va dire, c'est pour ça que je parlais d'épistémologie, parce que dans la propagande ou dans l'idéologie, les porte-paroles de ces propagandes, ces idéologies, essayent de donner un justificatif, un argument toujours scientifique pour convaincre, parce qu'il s'agit toujours de vaincre et convaincre, en fait. Parce qu'il faut vaincre, mais pour vaincre, il faut convaincre. Mais comment convaincre ? C'est le retour à un outil scientifique. Or, quand il s'agit de conflits ou de guerres, on voit bien que ce qui importe pour les adversaires, entre eux, c'est l'intérêt. C'est comment écraser l'autre ou le battre ou le vaincre. Et tous les moyens là-dessus sont donc envisageables. C'est là où on trouve le Machiavel aussi, non sans dire machiavélique, enfin le machiavélisme, c'est-à-dire les fins justifient les moyens. C'est l'axiome ou le paradigme premier qu'on rapporte toujours à la pensée de Machiavel ou la pensée machiavélienne en politique. C'est-à-dire tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif politique ou géopolitique. Autre chose aussi, c'est-à-dire outre les méthodes spécifiques scientifiques, et par lesquelles les théoriciens de la géopolitique, surtout vitalistes, ont été tentés,
c'est l'aspect on va dire, technologique, technique, à savoir les inventions et les avancées en termes de communication et de transport, de voyage, par exemple, et qui ont, de fait, renforcé ce désir d'aller outre ces frontières, puisque, de fait, l'espace est raccourci et les tentations expansionnistes, non sans dire impérialistes, étaient devenues sans complexe à la mode. Puisqu'on peut aller trop vite, c'est facile alors. Puisqu'il n'y a plus d'obstacles objectifs, donc pourquoi pas? L'Allemagne, elle l'a fait. En après-midi, elle a envahi la Pologne. Et puis, je ne sais pas combien de temps il aurait fallu pour le Troisième Reich pour envahir, occuper la France, vite fait. Puisque c'était les moyens de transport, etc. Vous voyez, c'est ces moyens qui ont été récupérés pour des procédures ou des déploiements politiques ou géopolitiques, expansionnistes ou colonialistes aussi, coloniaux. Autre aspect, donc c'est les inventions et avancées en termes de communication, transport, voyage, ont renforcé ce désir d'aller outre ces frontières, puisque puisque de fait l'espace est raccourci et les tentations expansionnistes, non sans dire impérialistes, étaient devenues sans complexe à la mode dans les menus et programmes déclarés ou cachés des États-nations. C'est-à-dire on passe d'un État-nation à un État impérial. C'est-à-dire, il faut aller outre le sentiment national. Maintenant, l'appétit va grandir et donc on va arriver à d'autres questions. Et là, on va arriver à... Je vais peut-être essayer d'énumérer quelques écoles, comme ça, parce que il faut donner de la matière, on va dire. Donc, si on récapitule, donc il y a... généalogiquement parlant, dans cette pensée, si on parle de généalogie de la géopolitique, parce qu'on lui fait son procès presque, l'école allemande. Donc, le père de cette école s'appelle donc Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel. Donc il y a Friedrich Ratzel et ses successeurs. Donc les successeurs de Ratzel, Ratzel, si je donne son état civil, alors, donc c'est du 19e siècle, hein, donc c'est pas un détail près. Donc c'était juste après Rudolf Schillan, excuse-moi. Les successeurs de Ratzel mettent cette nouvelle discipline au service du prince, et elle sera aussi appliquée sous le Troisième Reich. Il propose au régime nazi une approche, donc je l'ai cité tout à l'heure, donc cartographique du monde, où les grands peuples donc se partagent la planète en fonction d'alliances et d'une hiérarchie raciale des peuples. Deuxième école, c'est l'école anglo-américaine. C'est celle du Heartland, c'est-à-dire la théorie du cœur du monde et le cœur de la mer, Rhineland et Sea Power, ça s'appelle comme ça. On doit à l'historien hongrois, donc Emil Reich, comme R-E-I-C-H, l'apparition du terme en anglais dès le début du siècle dernier, donc du XXe siècle, dès 1902, et puis plus tard, en 1904, dans son ouvrage « La fondation de l'Europe moderne », en anglais « Foundation of Modern Europe ». Donc l'école anglo-américaine, théorie de Heartland. Heartland, c'est comme Earth en anglais.
Earthland, Rimland et Sea Power, le pouvoir des mers. C'est-à-dire qu'en fait, chez les anglo-saxons, c'est là, parce qu'à l'époque, c'était les Anglais qui étaient une force maritime. Donc celui qui domine les mers domine le monde. C'est la théorie des mers, en fait. Et je pense que Poutine l'a appliqué par rapport à la Crimée, comme je l'ai rappelé, et la Syrie. Puisqu'il considère que son dernier accès sur la Méditerranée, c'était la Syrie. C'est pour ça qu'il a défendu Bachar al-Assad jusqu'au bout. Ce n'était pas parce que, je ne sais pas, qu'il n'y a pas... il n'y a pas de pétrole en Syrie, à part le gaz, il n'y a que des pistaches, ou peut-être des gâteaux, ou des thés à la menthe. Mais c'est parce que pour les Russes, le dernier, c'est la base militaire de Tartus, ça s'appelle. C'est le dernier accès à la Méditerranée, puisque la Russie, vous savez bien, avant, c'était l'URSS, donc il y avait il y avait de l'espace, il y avait le bloc de l'Est, il y avait l'Algérie qui était alliée aussi, donc Méditerranée, la Libye, tout ça c'est fini. Donc elle est revenue vraiment vers ses frontières historiques. Et dans la théorie des mers, plus vous êtes replié sur vous-même, plus l'ennemi avance. Et c'est pour ça qu'ils ont vu dans ce qui s'est passé, ce qu'on a appelé les révoltes oranges en 2001, 2002, 2003, et puis même ce qui s'est passé en Ukraine, que c'était l'OTAN qui avance vers eux. Donc il a fait avec un usage, on va dire, politique, sur fond de constitution, ce qu'il a appelé référendum pour la Crimée, et puis il a récupéré la Crimée, parce que la Crimée elle donne sur la même. Voilà. Et paradoxalement, la Crimée a été donnée. Alors en plein l'URSS, elle a été donnée pour les récupérer. Mais là, lui, Poutine, il a dit que, puisque c'est un connaisseur, puisqu'il travaillait au KGB, donc il a dû avoir une formation là-dessus, sur ces théories géopolitiques, stratégies. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Des gens comme ça veut dire qu'ils connaissent toutes les théories. Donc il les valide comme ça, comme des mathématiques. Hein. Il prend ses conseillers, alors on fait ça. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. C'est pas un café au Panthéon, hein, ou une discussion en salon d'été. C'est des spécialistes, c'est théorie de domino. Hein. C'est comme ça. C'est comme les jeux d'échecs. Voilà. Bon, bref. Donc, la théorie des mers, hein, c'est celui qui tient les mers, tient le monde, puisque ceux qui ont théorisé sur les mers, c'est-à-dire ils considèrent que le monde, il faut dominer le 12e du monde, c'est la mer. Donc, si tu as les mers, tu as le monde. Voilà. Et tout le reste, c'est du romantisme pour eux. Démocratie ou révolte arabe, tout ça, c'est un conflit impérial, tout ça, c'est de la vitrine. Après, une fois l'adversaire gagne, les médias arrêtent, on ne plus parler. Par exemple, on ne parle plus de Alep maintenant, alors qu'on a parlé de Alep, elle brûle, etc. Mais une fois le drame est passé, c'est fini. C'est-à-dire, on sait bien que c'est... Mais c'est malheureux hein, de voir ça comme ça, que la vie humaine, elle est comme ça, sujette de rivalité géopolitique. C'est incroyable hein, qu'on arrive là, l'humanité, c'est avec des théories, des plateaux de télé, des manifestations, tout ça, des sites, Facebook, des réseaux, je ne sais pas, pour ça. C'est incroyable. Alors, pour cette école, donc, et puissant tout État, en l'espèce, excusez-moi, le Royaume-Uni, dominant des mers ou des océans. C'est à retenir, hein, c'est le Earthland, la théorie des mers. Et puissant tout État, dans le cas de l'espèce, pas du Royaume-Uni, hein, dominant des mers ou des océans. J'ai pensé à l'instant là à ce qui s'est passé à les îles de Malouines quand il y a eu la guerre les années 80 entre l'Argentine et la Grande-Bretagne. Et ça aussi, c'est l'Argentine qui voulait récupérer son île. Et puis, pour ceux qui ont suivi cette histoire, moi j'étais jeune, mais je me rappelle de cette histoire. Là, c'est un équilibre de puissance, déséquilibre de puissance. Pour cette école, donc, est puissant tout État donc, dominant des mers ou des océans, théorie de l'empire maritime, hein, c'est dans cette perspective qu'Alfred Mahan, héritier de l'école de la stratégie navale générale et internationale, soutient la concomitance de leadership international à la domination des mers. En définitive, en fait, la théorie des mers propose une autre stratégie
pour elle, un État puissant, c'est un État qui a la capacité de gérer et de contrôler les mers. C'est pour ça, par exemple, on entend parler, quand il y a des problèmes entre l'Iran et les États-Unis, les Iraniens menacent de fermer le passage de Hormuz, par exemple. Les détroits d'Hormuz, en disant, ben voilà, aucun pétrolier passe par là, puisque c'est... Après, il y a des disputes sémantiques, est-ce qu'on l'appelle le golfe Persique ou le golfe arabe? Alors, le pays arabe du golfe arabe, bien sûr, officiellement, c'est le golfe Persique, et historiquement. Ou alors le canal de Suez, quand il y avait Nasser, enfin en Arabie, ils essayaient de s'y fermer les... Vous voyez, là, c'est quand même... Elle revient, et là, comme j'ai rappelé toujours par rapport à l'actualité, la Russie, la Crimée et la Méditerranée par rapport à la Syrie. Ou alors l'invention, peut-être elle sera bien heureuse, ce qu'on appelle les pays méditerranéens. Le sud du Méditerranée, c'est-à-dire la France et les pays méditerranéens, c'est-à-dire la coopération entre la France et les pays de Maghreb, enfin ça va jusqu'à Chypre, tout, enfin Israël, etc., les Palestiniens, la Syrie, le Liban, tout ce bassin méditerranéen, et la France serait donc elle, le leader de ce groupe méditerranéen ou la politique méditerranéenne. Je vais rappeler juste pour finir que le théoricien qui est connu en fait comme le porte-parole de la théorie des mers, c'est Halford Mackinder, M-A-C-K-I-N-D-E-R, né en 1861 et mort en 1947, c'est-à-dire juste 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier conçoit la planète comme un ensemble composé par un océan mondial, 9/12e. Donc pour lui, la planète, c'est un océan mondial, 9/12e. Une île mondiale. 2/12e, Afrique, Asie, Europe. Et de grandes îles périphériques. Et l'1/12e, c'est Amérique et Australie. Celui qui a dit que celui qui domine l'Eurasie domine le monde aussi. L'Eurasie, ça va de l'Europe centrale, l'Est, la Chine et l'Inde. C'est pour ça que les conflits en devenir, ce sera les États-Unis ou certains pays capitalistes contre la Chine et l'Inde. Puisque c'est ça l'Eurasie. Ça commence de l'Europe centrale jusqu'à le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, et donc y compris la Chine et l'Inde. Donc vous savez, cette réflexion sur la géopolitique requiert plus de 4 ou 5 séminaires pour un peu développer l'historique de cette notion, oui, mais dans le cadre de ce séminaire, il y a une vision bien sûr marxienne, mais la vision marxienne, on la connaît parce qu'elle s'est validée, si vous voulez, mais tentative de validation d'une géopolitique ou d'un programme. De toute façon, l'autre nom de la géopolitique de marxisme, c'est l'international, c'est ça. C'est-à-dire international 1, 2, 3, etc. L'émancipation de l'humanité, en finir avec la propriété privée, et puis un communisme qui a été bien sûr dominant, enfin des partis communistes, au moins depuis la révolution d'octobre jusqu'à les années 80, 84, 85, après la chute du RSS, mais il reste néanmoins quelques partis ou quelques pays qui essayent de revenir ou reprendre ce projet, ou quelques même groupes de penseurs qui essayent de revivifier, enfin faire revivifier ce programme. Mais on peut dire que chez les marxistes, il existe une géopolitique, mais qui
qui ne peut pas se passer de ces textes, puisqu'il y a un programme qui dit communiste, il y a un programme, ou pensée marxienne, il y a un programme international qui est proposé, bien sûr, pour les groupes humains, pour l'humanité, pour la société, et qui suppose, bien sûr, une conquête, une expansion aussi. Voilà. Mais qui a un programme philosophique et même de relations internationales et politiques avec des groupes, avec des alliés. Et tout cela, bien sûr, les communistes ou les teneurs de la pensée marxienne ne se gênent pas d'en parler, en disant que voilà, c'est leur rêve, ou leur devenir, ou leur avenir, c'est ça. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, je pense que si vous avez des questions, je suis là pour répondre et puis on peut échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup.